Aujourd'hui, à Vue d'ici, je vous présente mon reportage que j'ai tourné à l'occasion du Conseil de ville le 14 mars dernier à Stoneham et Tewkesbury pour m'entretenir avec les élus municipaux que vous avez choisis en mars dernier. Ensuite, Camille s'est entretenue avec l'Association des riverains du lac Saint-Charles pour parler de la qualité de l'eau. Et finalement, Chana vous présente Marie-Christine Paquette qui offre ses services d'art-thérapie. Bienvenue à Vue d'ici. Enfin, les conseils municipaux reprennent en présentiel à la municipalité de Stoneham et Tewkesbury. On est à l'hôtel de ville pour y assister et aussi pour rencontrer l'équipe d'élus municipaux que vous avez choisi en novembre dernier, entre autres le nouveau maire de Stoneham et Tewkesbury, Sébastien Couture. Monsieur Couture, merci de nous recevoir ce soir, conseil de ville. Il y avait quelques citoyens, mais pas beaucoup. Il faut rappeler aux gens que là, c'est en présentiel puis de se présenter à nos conseils de ville. Hein? Absolument, on est de retour enfin, quoi. Puis on s'attendait, par contre, à avoir ce qu'on retrouvait normalement depuis notre arrivée, quoi que ça fait pas très longtemps non plus. Mais normalement, on est autour d'au moins une vingtaine de personnes. Ce soir, c'était pas le cas. C'est peut-être bon signe, peut-être mauvais, mais on invite les gens à se présenter pour une saine démocratie. Bien, absolument. En fait, je pense que c'est fondamental. On peut pas exercer notre rôle puis le faire, surtout d'une manière démocratique. Ça prend la participation aussi. Vous les avez entendus quand même, les citoyens, avec 70 de vote au mois de novembre. Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Pourquoi vous pensez que vous avez été élu? Aussi massivement, en plus? Bien, je pense que il y a plusieurs choses, là, mais grossièrement, essentiellement, je pense que le message qu'on a porté était plutôt même celui des citoyens, celui qu'on l'entendait. On ne l'a pas inventé, là. Je veux dire, on s'est aligné avec... Puis c'est vrai que c'est par conviction aussi qu'on le faisait, mais une conviction toujours renforcée parce que quand on l'entend autour de nous, on sait qu'on est relativement dans la bonne direction. Je pense que le message unanime, c'était c'est le temps qu'on mette un frein et qu'on prenne le temps de revoir notre planification. Parce que c'est comme si dans les dernières années, souvent même, souvent dans les dernières années, les différentes actions, ça a été des projets pièce par pièce avec quand même un manque de planification générale. Puis l'arrivée massive de jeunes familles a quand même transformé la donne dans les 10 dernières années à Stoneham et Tewkesbury. Alors, on avait besoin d'un pont d'arrêt, d'un point d'arrêt, puis d'une planification stratégique, d'une remise à jour. De toute façon, même d'ailleurs, le document était à remettre à jour, là, la dernière planification stratégique. Je pense qu'elle datait de 2019, la dernière année. Ça fait que, en fait, je dis ça, mais 2015-2019, donc déjà, ça faisait 2 ans ou 3 ans qu'on devait la remettre à jour. Puis il y a certains projets qui dataient, comme celui du golf de 2011, qui a fait beaucoup jaser pendant la campagne. Vous l'avez effleuré un peu ce soir. C'est un projet que tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'il en advient? Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu la situation? En fait, le projet du golf, il faut savoir, le golf fait longtemps qu'il est ici, voire très longtemps. Ça date d'avant 2011, là, son opération, bien évidemment. Toutes sortes de projets au fil des ans, même avec les anciens propriétaires, avaient été mis de l'avant, des demandes. Je pense que c'était quand même un joyau que les citoyens voulaient préserver à l'époque, puis encore aujourd'hui. Ceci étant, on est quand même dans... C'est ce que vous venez d'entendre ce soir. En fait, on est face à l'obligation, quoi, de prendre un temps d'arrêt, puisqu'il est Il est à l'extérieur du périmètre urbain, ce golf-là, mais il est dans l'endroit où, pour la préservation de la qualité de l'eau, ça doit d'être accordé aux étangs d'aération, qui, elles, bien, à toute fin pratique, sont à l'étude. Et puis, on n'a pas eu... c'est l'ancienne administration, mais sous l'ancienne administration, avait demandé l'augmentation de raccords potentiels à ces étangs-là, et qui n'a pas été autorisé par le ministère de l'Environnement. Puis, ils ont ramené de nouvelles normes auxquelles on doit arriver. Et puis... Donc, on est à l'étude actuellement pour réussir à atteindre ces normes-là, pour avoir le droit de ce qu'on avait déjà, pour réussir à combler ça. Puis, les projections futures, on va être obligé de les déposer. Donc, c'est le moment qu'on utilise pour ce temps d'arrêt-là. C'est ce que je retiens beaucoup de tous ceux à qui j'ai parlé ce soir, c'est de faire une pause, de prendre le temps d'analyser. Parfois, on trouve que c'est lent, la politique, mais là, ça semblait aller trop vite dans les dernières années. Prendre le temps, ça veut dire combien de temps?
c'est quand même des gros projets. Bien, c'est sûr que c'est difficile de dire ça va prendre exactement un certain temps, puis on veut le faire aussi dans une période raisonnable, là, sur une année ou peut-être un peu plus. C'est le temps que ça prend pour, disons, consulter la population. Puis il y a différents aspects aussi dans le projet. Il y a des éléments... Il y a beaucoup d'acteurs, mais ce que je veux dire, par rapport au développement d'une municipalité, il y a différents domaines là, ou secteurs qui vont aller plus ou moins vite, mais il faut comme prendre un recul d'ensemble. Puis ça, bien, on peut se donner 6 mois, 1 an, en tout cas, pour prendre ce recul-là. Puis après, selon les différents dossiers, là, soit les infrastructures septiques ou etc., ou toutes les règles d'aménagement qu'on a, bien ça, là, de remettre ça en fonction, mais dans le sens qu'on le souhaite. Là. Comment ça se passe, là, vos premiers mois en action, justement? Bien, oui, vous avez raison de souligner que ça fait à peine 120 jours, mettons, incluant... on arrive tout juste en novembre, mais même fin novembre. Là, ça fait que ça va vite, mais on était quand même prêts. On a une équipe, comment dire, qui se complète bien, là, où on a tous nos forces. On a des gens qui étaient là en place. Moi-même, j'avais déjà eu un mandat comme conseiller municipal. Je suis un gars qui mange la politique municipale depuis des années, qui a suivi tous les dossiers. J'ai écrit à l'Écho du Lac. Tu sais, ça fait longtemps que je baigne là-dedans. Là. Donc, je suis né à Tewksbury. C'est comme pas sauter dans quelque chose de nouveau. Mais évidemment, on fait comme tout le monde. On apprend tous les jours. Puis on trouve aussi que le train va vite. Mais d'un autre côté, il faut que ça aille vite. T'sais, il faut mettre en place ces choses-là. Les citoyens ont des attentes, les promoteurs ont des attentes. Puis l'obligation du développement de notre territoire au sens large, social, économique puis environnemental, nécessite le fait qu'on prenne action rapidement, pas qu'on dorme pendant des années un peu assis là-dessus. On a besoin de prendre des décisions, puis on est motivé pour le faire, puis on va le faire aussi. Madame Saint-Laurent, vous avez été mairesse de 2005 à 2009. Vous êtes conseillère maintenant avec Monsieur Couture comme maire. Est-ce que vous êtes satisfaite de la mairie qu'on a? C'est sûr que je suis satisfaite. D'ailleurs, il faut dire par contre qu'on n'a pas eu encore longtemps d'expertise. C'est sûr. Mais je suis très satisfaite déjà des résultats. Disons que je m'amuse beaucoup. C'est des gens qui ont pas tous de l'expérience, mais qui veulent. Ouais. Ça, c'est primordial. Ils travaillent fort, puis ils veulent réussir, ils veulent apprendre. Ça fait que je suis très heureuse. Donc, vous êtes ouvert aux idées des citoyens aussi, j'imagine? Absolument. Puis c'est un des objectifs majeurs de notre... de ce qu'on a mis sur la table. Ce qu'on veut, c'est... On n'est pas là pour être... Dans le fond, la démocratie, c'est pas aux 4 ans. C'est pendant 4 ans. Bon, bien évidemment, ça prend l'apport des citoyens, mais il faut être capable de tendre la main, il faut être capable d'ouvrir l'oreille, il faut être capable d'avoir plusieurs moyens de communication avec ces citoyens-là. Mieux s'adapter à leur réalité pour être capable de les rejoindre réellement. Mais c'est pas vrai qu'on va faire ça seul. Là, je veux dire, on a des idées, mais ça veut pas dire que c'est les meilleures. On a besoin de cet apport-là général de nos citoyens, puis on veut le faire. Si on l'a pas mis, puis on va le faire en collégialité avec eux, c'est sûr. Donc, ça se passe pas juste sur des groupes de citoyens sur Facebook. Vous pouvez aussi venir se présenter au conseil municipal. Vous êtes ouvert à recevoir des idées par courriel en tout temps aussi. Absolument. Je reçois des appels des citoyens. Les gens sont invités à venir aux séances du conseil. Mais entre ça, on a tous nos adresses courriel, puis éventuellement, on va mettre en place d'autres choses qui seront peut-être des petites prises de vidéo live, être dynamique, là, pour oui, plus dynamique, tu sais, une espèce de conseil non formel, mais une soirée de discussion autour de thèmes, autour de non-thèmes, tu sais, simplement, regarde, dans telle heure et telle heure, on sera disponible si ça vous tente de passer. La porte de mon bureau est toujours ouverte. Elle va l'être davantage avec les mesures sanitaires qui, tranquillement, disparaissent. Maintenant, on va pouvoir avoir plus accès aux gens puis au face-à-face. Donc, c'est sûr qu'on va installer ce genre de dynamique-là avec nos citoyens et citoyennes. Un gros merci, puis bon succès pour les prochaines années, parce que vous l'avez dit, c'est 4 ans, c'est un gros mandat, alors bon succès avec ça. Revenez nous voir. Merci beaucoup. On vous invite à participer à la vie démocratique de la municipalité de Stoneham et Tewksbury, entre autres avec les conseils municipaux. Vous avez tous les détails sur le site de la ville. Le prochain est le 11 avril, donc c'est un rendez-vous. Pas moins de 300 000 Québécois consomment quotidiennement l'eau potable du lac Saint-Charles, faisant de lui la principale réserve d'eau potable de la Ville de Québec.
Je rencontre aujourd'hui le président et le vice-président de l'Association des riverains du Lac-Saint-Charles pour discuter des problématiques liées à l'eau et des pistes de solutions possibles pour voir à son amélioration. Bonjour, M. Noël. Bonjour, M. Gilbert. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour parler de la qualité de l'eau du Lac-Saint-Charles. D'abord, voulez-vous me présenter un petit peu votre association puis votre rôle au sein de l'association? L'Association des riverains du Lac-Saint-Charles est une association, est un regroupement de riverains, évidemment, qui a été fondé en 2006. Suite à l'apparition de cyanobactéries dans le lac. Mon rôle à moi, c'est Guy Noël, c'est le président de l'Association des riverains du Lac-Saint-Charles. Donc, on a quand même 100 quelques membres présentement. L'association a un conseil d'administration de 7 membres. Moi, j'agis en même temps comme responsable des communications. Quelle est la mission de l'association? La mission, en fait, c'est il y a 2 volets. Il y a un premier volet qui est la représentation des riverains. Il y a un deuxième volet qui est la participation à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'eau du Lac-Saint-Charles. Donc, le premier volet comprend plus les aspects liés à la réglementation, donc d'avoir les nouveaux règlements, donc on les diffuse aux membres, tout ça. Et le deuxième volet, c'est plus de participer, disons, à des rencontres avec la ville, participer avec... par exemple, au niveau de l'Ouvre-Ville-Capitale ou des projets de recherche qui sont reliés, disons, à la qualité de l'eau du lac. Donc, à la fois, l'association permet de regrouper les connaissances de ceux qui vivent sur le terrain et à la fois, ça permet aussi d'aller chercher les différentes connaissances, comme disait Guy tout à l'heure, dans la recherche universitaire, des organisations comme Agiro ici, là, qui aller chercher ces différentes connaissances-là et les communiquer aux riverains pour leur permettre, évidemment, d'améliorer la situation. C'est super intéressant. Merci à vous deux. Allons voir ça. Très bien. On est présentement au barrage du Lac-Saint-Charles. Vous me parliez que les conditions du Lac-Saint-Charles inquiètent beaucoup les riverains ici. Pouvez-vous me dire quelles sont les menaces actuelles au Lac-Saint-Charles? Les riverains sont très inquiets actuellement de l'avenir du Lac-Saint-Charles. Si on regarde vraiment au niveau des points principaux, là, des menaces, en fait, là, il y a les changements climatiques. Les changements climatiques, entre autres, font en sorte qu'il y a un réchauffement de la planète, comme tout le monde sait. Et on a plus, durant l'été, des éléments qui sont reliés, disons, au réchauffement de l'eau et au niveau de l'hiver, plus de précipitations. Ce qui apporte aussi un autre élément qui est important, c'est la demande en eau potable. Donc, depuis plusieurs années, on le voit, là, il y a une augmentation de la demande en eau potable à cause du développement urbain, soit dans la région de Québec ou aussi du côté de Val-Bélair, entre autres. Et ça fait en sorte qu'au niveau de la gestion du niveau de l'eau, comme au barrage ici, ça crée durant l'été une pression plus importante à cause du débit de l'eau qu'ils ont besoin pour alimenter en eau potable la région de Québec. Et aussi au niveau de, par exemple, au printemps, l'hiver ou des grandes précipitations. Donc, il y a plus d'eau à ce moment-là. Donc, ça crée aussi une autre problématique qui est des inondations ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Là, on parle des éléments plus spécifiques, mais dites-moi, quels sont les éléments en cause plus généraux? Par exemple, on parle de l'autoroute 175 qui, justement, sont des menaces pour le Lac-Saint-Charles. Depuis les années 2000, on a vu vraiment une dégradation importante du Lac-Saint-Charles. On parle entre autres 2002. En 2002, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une diminution du lac très importante due à une période de sécheresse et aussi à la demande en eau potable au niveau de la Ville de Québec. Donc, même on a été pris à ce moment-là pour aller chercher de l'eau dans la rivière Jacques-Cartier. 2004-2010, la construction de l'autoroute 175. Et cette période-là a fait en sorte que ça coïncide avec vraiment au niveau des analyses là, qui ont été faites au niveau limnologique, des différentes études, que cette partie-là était vraiment liée à la plus grande dégradation au niveau du lac entre 2005 à 2012 à peu près. Messieurs, on constate donc qu'il y a urgence d'agir pour préserver la réserve d'eau potable que nous avons ici dans la Ville de Québec. Dites-moi, quelles sont les pistes de solutions concrètes à mettre à court terme pour aider à préserver le lac Saint-Charles? Il y a une étude qui a été faite
dernièrement par des chercheurs de l'Université Laval qui étaient en contact avec des universités européennes, entre autres l'université allemande, qui nous ont donné comme conclusion qu'un des problèmes majeurs, c'était la gouvernance du lac. Le lac, disons, relève de la ville de Québec, mais il y a aussi une partie à Stoneham. Il y a tout le bassin versant aussi. Il y a Lac-Beauport. Or, quand il y a des gouvernements locaux qui essaient de tirer la couverte, chacun de leur côté, il n'y a plus rien qui marche. Donc, c'est difficile de s'entendre. C'est difficile d'arriver à une gestion qui a de l'allure. Donc, la recommandation qui a été faite, c'est de mettre en place une gouvernance indépendante qui rallierait tous les intervenants du milieu pour pouvoir vraiment faire un meilleur contrôle, à la fois apporter les meilleures solutions et faire un meilleur contrôle des accès. Le lac Saint-Charles, c'est quand même un joyau de la région de Québec, qui est au niveau de... qui donne de l'eau potable à une grande partie de la population. Ce qui serait important, entre autres, c'est d'avoir un plan d'action à court, moyen et long terme pour avoir un niveau, minimum écologique pour le lac Saint-Charles. Donc, il faudrait établir ça. Pareil comme il y a pour les niveaux des hautes eaux, il faudrait qu'il l'ait aussi pour le niveau des niveaux minimums de l'eau, afin de préserver le lac, justement. Avec quel comité, quels organismes ou associations faites-vous affaire pour le lac Saint-Charles? Alors, évidemment, on collabore avec la Ville de Québec, qui est notre principal interlocuteur. Il y a également un interlocuteur très important, c'est Agiro, qui est l'organisme qui gère, entre autres, les marais du Nord, qui gère les accès au lac Saint-Charles, qui gère également beaucoup de projets de recherche avec les universités. Donc, on a un très bon dialogue, là, à la fois avec la Ville, à la fois avec Agiro et également avec d'autres organisations comme l'Association des Trois Petits Lacs là, en amont, dans le bassin versant, et d'autres associations là, à travers la province. Merci beaucoup, M. Noël. Merci beaucoup, M. Gilbert, pour votre temps aujourd'hui. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs pour la préservation du lac Saint-Charles. Merci. Merci de nous avoir invités. Merci. On constate donc qu'il y a urgence d'agir pour préserver la principale source d'eau potable de la Ville de Québec. Plusieurs pistes de solutions peuvent aider au ralentissement de son vieillissement prématuré, mais il faudra se serrer les coudes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter leur site Internet au www.arlsc.com. L'art fait partie de nos vies, et ça de différentes manières, mais savez-vous qu'elle peut également nous servir de thérapie, oui, afin de grandir et d'évoluer en tant que personne? C'est ce dont nous allons parler avec Marie-Christine Paquette qui nous accueille chez elle. Marie-Christine, merci beaucoup de nous accueillir chez toi, mais c'est également à cette même adresse-là que, tu reçois tes clients qui viennent suivre des séances d'art-thérapie. Mais là, pour commencer, étant donné que c'est quand même assez récent, peux-tu nous expliquer vraiment c'est quoi l'art-thérapie? Oui. L'art-thérapie, c'est une alternative à la psychologie. On utilise les matériaux de création pour venir libérer les émotions. Et puis, c'est une communication à trois. Donc, la personne, sa création et moi-même. OK. Puis là, je t'entends dire il y a des matériaux de création. On parle de quoi? De peinture? On parle de dessin, de peinture, de collage, de sculpture, de tous des matériaux 3D, de marionnettes, de masques. C'est infini, les possibilités, là. Mon intérêt pour l'art-thérapie, je dirais que ça s'est développé parce que je voulais avoir les arts et la relation d'aide dans un seul travail. Je voulais pas faire de compromis, ça me tentait pas d'avoir seulement une passion, les arts, et un travail. Je voulais combiner tout ça. Ça a commencé avec un deck en art au collégial, en art plastique. Après ça, je suis allée faire le bac en psychoéducation, qui est une grosse partie là, de ma profession. Ensuite, je suis allée au certificat en art plastique à l'Université Laval. Je suis allée enrichir tout ce qui était art. J'ai poursuivi avec le micro-programme en art-thérapie. C'est un 2e cycle
à l'université. Ça nous aide à nous regarder nous-mêmes. C'est un peu notre propre psychothérapie pour être des bons thérapeutes. Et après, on continue avec la maîtrise en art-thérapie pour finalement pouvoir pratiquer. Ton atelier, en fait, tu l'as fait ici chez toi, là? Oui, on l'a fait ici. C'est juste au sol. Voudrais-tu le visiter? Absolument. Allons-y. Marie-Christine, on peut clairement voir que c'est ici que tu reçois justement ta clientèle pour les séances d'art-thérapie. Mais dis-moi, c'est quel style de clientèle, en fait, qui vient te voir pour ça? C'est des enfants, c'est des adolescents, des adultes, même des aînés. Les enfants, c'est à partir de 6 ans parce qu'on veut qu'ils soient capables d'introspection, de se questionner sur comment va mon corps, comment va ma tête, comment va mon cœur, et puis de trouver leurs besoins. Donc, puis quand on vient ici, est-ce qu'on doit avoir vraiment un sujet ou quelque chose qu'on veut régler ou c'est plus abstrait, si on veut? On peut venir ici pour de la croissance personnelle, mais on peut aussi venir ici pour toutes les raisons qui nous pousseraient à consulter un psychologue. Par exemple, si on vit une situation particulière, une séparation, un deuil ou on a eu un choc post-traumatique, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment comme si on allait voir un psychologue? Ça se ressemble beaucoup. Par contre, moi, je ne suis pas psychothérapeute, je suis art-thérapeute. Je travaille beaucoup avec la création. Est-ce que c'est les mêmes travaux ou séances? Est-ce que ça va être la même chose pour un enfant qu'un adulte ou on s'adapte vraiment à la personne? On s'adapte à la personne, c'est sûr, parce qu'un enfant ne va pas comprendre les choses de la même façon que l'adulte. Donc, mes mots vont être différents. Soit on va travailler avec le jeu, on va être beaucoup dans l'animation, dans la dualité là, avec l'enfant. Tandis qu'avec l'adulte, il est plus autonome, plus conscient de ses choix. Donc, il va avoir plus d'espace pour lui. Oui, puis est-ce qu'il y a des techniques peut-être qui sont différentes? Les techniques sont quand même semblables, je te dirais, parce que c'est très, très accessible. Tout le monde peut venir en art-thérapie. On n'a pas besoin d'être un artiste, on n'a pas besoin d'être super bon en dessin, parce que c'est pas l'esthétisme qui compte, mais la création. C'est dans quelle situation que les gens ont besoin d'art-thérapie? Bien, je dirais que c'est à toutes les fois que tu sens que ton cœur est brisé, que ton identité n'est pas tout à fait respectée, que tu sais plus trop où tu t'en vas. Alors là, c'est le temps de venir, parce que peut-être ton identité est morcelée, parce que tu te sens comme en miettes, si tu veux. Et puis là, je vais pouvoir te proposer de faire peut-être un vitrail art thérapeutique où est-ce qu'on va reconstruire l'identité de la personne à l'aide du verre. Ou je peux te proposer différentes solutions, par exemple, si tu avais des douleurs somatiques. Ce qui veut dire des douleurs qui s'incrustent dans ton corps à cause que tu n'as pas trop écouté les émotions que tu vivais, tu les as pas exprimées. Ils viennent s'installer dans ton corps et puis là, ils te font mal, mais ils te font mal le corps, le physique. À partir de là, on peut faire de l'art-thérapie somatique avec des cadrans, des dessins. On va venir trouver la source de ta problématique. On va en parler, on va le dessiner, mais on va aussi poser action dessus pour te libérer. Puis ça prend combien de séances environ pour vraiment se dire qu'on est libéré, puis... Oui, je dirais, c'est dur à dire. Hein? Ça dépend de la personne, ça dépend de ton problème, ça dépend de tes objectifs, tes attentes. Mais si on veut faire une généralité, 10 séances, c'est à peu près une thérapie brève. Donc, on peut voir un objectif que tu as envie de travailler. En 10 séances, on sent la différence. Et puis après, on se questionne. Est-ce que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que c'est assez pour moi après la 10e séance? Donc, il y a vraiment un suivi, comme avec la clientèle. Tout à fait. Il y a un suivi. Je me souviens des créations de tous mes clients, du début à la fin de leur processus, même si ça fait 2 ans qu'ils ne sont pas venus, je peux lui ramener. Tu te souviens, tu avais dessiné ceci, cela, on a déjà fait ce processus-là. Et comme c'est un ancrage, hein, c'est tangible, on l'a dessiné, on l'a créé, tout de suite, la personne, ça revient, les acquis reviennent.
Honnêtement, c'est vraiment intéressant. J'en apprends de plus en plus. D'ailleurs, j'aimerais ça l'essayer. On peut-tu? Avec plaisir. Ouais? Oui. Tu viens de terminer ta création. Comment tu te sens? Honnêtement, je suis vraiment surprise, si on veut. Je m'attendais pas à aller comme si loin. Tu sais, justement, à poser des questions à quelque chose qu'on a créé, mais aussi, justement, d'avoir les réponses en dedans de soi. C'est vrai que ça me... En tout cas, bref, l'expérience m'a surprise. Oui, c'est touchant. Oui, c'est vrai. Puis honnêtement, j'aimerais beaucoup répéter l'expérience. Puis j'inviterais même les gens à peut-être ouvrir leurs horizons et se laisser un peu bercer par cette méthode-là parce que, bon, c'est sûr, en ne connaissant pas ça, on dirait que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais ça m'a surpris l'efficacité de la chose, honnêtement. Merci beaucoup de m'avoir permis de vivre ça, de vivre ce moment-là. Puis, assurément, je vais revenir te voir. Mais si les gens aimeraient justement prendre rendez-vous avec toi, comment est-ce qu'on peut le faire pour te rejoindre? Oui, ils peuvent me téléphoner, aller sur ma page Facebook ou par Instagram également, ou m'envoyer un petit courriel. Donc, toutes les façons fonctionnent. L'art-thérapie, c'est vraiment une façon intéressante d'aborder nos problèmes quotidiens. Merci à Shanna de nous avoir fait découvrir Marie-Christine Paquette. Merci également à Camille qui nous a proposé un reportage avec l'Association des riverains du lac Saint-Charles qui ont à cœur la qualité de l'eau. Et finalement, ça a été un bonheur pour moi de rencontrer l'équipe de la nouvelle mairie de Stoneham et Tewksbury. On voit qu'ils ont beaucoup d'énergie pour les 4 prochaines années. Si vous voulez voir ou revoir nos émissions, rendez-vous au ccap.tv. Et si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à nous écrire à info@ccap.tv.